Europe 1 et CNews, 9h, 9h30. CNews jusqu'à 10h30. Les événements de Nouvelle-Calédonie illustrent la difficulté des sociétés multiculturelles à vivre ensemble. Une société multiculturelle est une société de conflits multiples. Comment vivre ensemble quand on ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes mœurs, la même histoire et parfois la même religion? Je fais là un constat pessimiste, mais qui raconte la vie des hommes, des guerres, des siècles. C'est aussi une observation de bon sens, qui est parfois niée au nom de l'idéologie des bons sentiments. Ce serait tellement formidable qu'avec un coup de baguette magique, chacun gomme ses différences et partage le pain et le vin et tout le toutime. Le vivre ensemble n'est pas seulement aimez-vous les uns les autres. Le vivre ensemble est aussi tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hélas, il suffit de sortir un matin dans la rue ou d'ouvrir un journal pour voir ou lire que souvent le monde est moche. Je ne vois pas de solution en Nouvelle-Calédonie, le dialogue est une illusion. Il est tout autant sur un même sol quand des communautés accusent trop de différences entre elles. Voilà pourquoi longtemps le modèle français fut l'assimilation. Il impliquait l'oubli de son ADN ancien pour se fondre dans un nouvel ensemble. C'était rude, sans doute, de renier une part de soi. C'était rude, mais le vivre ensemble était à ce prix. Il est 9h, Augustin Donadieu. 9h, 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le conducteur d'un scooter a jeté une grenade en pleine rue hier soir à Aubervilliers. 2 personnes qui se trouvaient juste à côté ont été grièvement blessées. Selon le Parisien, l'une des victimes a eu le bras arraché, l'autre a eu un doigt sectionné et le visage touché. Le conducteur est activement recherché. Écoutez les habitants sur place ce matin. Bon, il y a des incivilités un peu dans beaucoup de villes, je pense. Pas qu'à Aubervilliers. Mais une grenade, une vraie grenade, par contre, c'est inquiétant. C'est grave. Que la violence, c'est de plus en plus courant, quoi. C'est grave. Les orages ont fait un mort à Courrières, dans le Pas-de-Calais. La foudre s'est abattue sur un terrain de football aux alentours de 20h. Un entraîneur du club amateur AS Courrières a été touché et est mort sur le coup. Une autre personne a été grièvement blessée et est en urgence absolue. Écoutez le témoignage bouleversant du frère de l'entraîneur décédé. Il nous raconte la passion de son frère pour le football. Mon frère surtout également, ça fait plusieurs années qu'il était dans ce club. Il était très apprécié par tout le monde en fait. Et c'était quelqu'un qui était vraiment à fond, même pour les gamins. Pour les petits gamins, il était toujours là-dedans à aider les gamins pour que les petits ils arrivent à progresser et qu'ils puissent s'épanouir dans le football, quoi. Et selon notre dernier baromètre Opinionway pour CNews, Europe 1 et le JDD, le Rassemblement National et les Républicains gagnent un point avec 32% des intentions de vote pour la liste de Jordan Bardella, 8% pour François-Xavier Bellamy. Le Parti Socialiste et la France Insoumise reculent d'1 point. Europe Écologie Les Verts, crédité à 5% des suffrages, prend le risque de n'avoir aucun siège au Parlement européen. Merci beaucoup, Augustin. Eugénie Bastier était avec nous, Georges Fenech, Éric Revel, André Valigny et Gauthier Lebret. On va être en direct de Nouvelle-Calédonie avec Régine Delfour dans une seconde. Bonjour Régine, je ne sais pas si elle est déjà avec nous. On a un petit problème pour le moment de connexion, mais on va écouter, parce que c'est intéressant d'écouter des indépendantistes. Et j'avais demandé à Régine, est-ce que on peut, c'est pas forcément facile d'ailleurs, de faire entendre la voix des indépendantistes et de voir le fossé qui existe et comment vivre ensemble avec des revendications qui sont tellement opposées, ou en tout cas une volonté de part et d'autre qui est tellement opposée. Donc Régine est allée écouter et a interrogé des voix kanak que nous allons entendre. Elles sont masquées, puisqu'ils ne souhaitent pas parler à visage découvert. Et écoutons ce premier témoignage. Je pense que ça n'a pas fait beaucoup d'effet. Et puis voilà, la population, ils savaient déjà que ça ne servait à rien. Mais ça a venu ici en Calédonie. Pourquoi on a gelé le corps électoral? Parce que voilà, il y a une histoire qui a fait qu'on était obligé de faire ça. Sinon, on n'aurait pas la main sur notre pays. Voilà pourquoi les jeunes, ils bougent dans la rue, parce que c'est comme ça. Et voilà, s'ils ne changent pas ça, ben nous, on ne tire pas nos barrages. Que ce soit Emmanuel Macron ou que les hommes politiques, nous, on maintient. On a déjà dit que de toute façon, si le dégel il passe, ben,
Emmanuel Macron, il va s'attendre à plus pire que ce qu'il a vu là, dans les jours qui sont passés. Là. Nous, on est prêts à tout. Nous, tous les jeunes, nous, on est prêts à tout. C'est quoi être prêt à tout? Prêts à tout, c'est nous, on donne notre vie pour la cause du pays. Parce que là, les politiciens qui sont devant nous, ils font rien pour le pays. Ils sont toujours en train de parler, à chercher le dialogue. Mais nous, on avait déjà donné cet espace-là pour que tous les politiciens, tous nos leaders, ils fassent leur travail. Ils n'ont pas fait. Maintenant que nous, on est dans la rue comme ça, tous les petits frères à nous, on ne sait même pas, ils sont passés où. C'est trop facile de dire le dialogue. Le dialogue, c'était bien avant qu'on avait commencé. Il fallait parler de dialogue et dire pour éviter. Ils savaient tous les hommes politiques savaient qu'on allait arriver à cette situation maintenant. Maintenant, ils ne nous contrôlent plus. C'est nous qui contrôlons la rue, la situation du pays. Eux, c'est la paperasse. Et là, ils ne sont pas là. Là, vous voyez, il n'y a pas d'hommes politiques dans les barrages. C'est nous, tous les jeunes, c'est la population qui est là, qui protège les quartiers, qui bouge pour le pays, pour que ça, qu'il y ait du changement un peu. Là. Régine Delfour est avec nous et je la salue et je la remercie parce que c'est un témoignage absolument édifiant et on se rend compte de la difficulté de pouvoir ne serait-ce que parler ensemble. Et on se rend compte aussi de l'incompétence de ceux qui gouvernent. Hein. Enfin, parce que, de l'incompétence, parce que tout ça il y avait juste, gouverner c'est prévoir. Je suis désolé de vous le dire, gouverner c'est prévoir. Là, il y avait tous les signaux. Donc, ceux qui sont en charge de gouverner le pays ne doivent pas mettre le feu au pays. Voilà. Non mais mettre le feu. Je suis désolé de vous le dire. Je veux pas donc ils doivent savoir ce qui se passe. Pardon, les accords de Nouméa, ça fait 45 ans. On peut pas dire qu'on n'a pas pris le temps non plus du dialogue et de la. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est un processus. Il y a eu 3 référendums. Faut arrêter aussi de dire on n'a pas pris le temps du dialogue, on ne s'est pas concerté. Ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a une contradiction chez Emmanuel Macron. On peut pas dire en Algérie, la colonisation est un crime contre l'humanité. C'est quand même quelque chose de très fort. D'ailleurs, qui avait à l'époque choqué les Caldoches en Nouvelle-Calédonie, qui avaient voté en majorité pour Marine Le Pen à l'époque, parce qu'il avait trouvé la phrase d'Emmanuel Macron absolument très très dure pour eux-mêmes, qui était en fait le fruit de la colonisation. Donc on peut pas dire la colonisation est un crime contre l'humanité et on va vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie. Si la colonisation est un crime contre l'humanité, il faut rendre la Nouvelle-Calédonie aux Kanaks. Mais c'était le sens des accords de Matignon et de Nouméa, mais malheureusement, si j'ose dire, pour les hommes politiques, ils imaginaient qu'il y aurait l'indépendance. Et le référendum a donné le contraire. Bah oui, mais bon, c'est tout le sens des accords allait dans le sens. C'est la démocratie. Le problème, c'est qu'ils sont déjà devenus minoritaires chez eux. Oui. Pardon, mais oui. Donc c'est inextricable. Mais je veux dire, vous disiez, dans votre introduction, vous disiez c'est l'histoire des peuples, mais c'est l'histoire des peuples aussi malheureusement, nous avons nous-mêmes été colonisés par les Romains. Nous avons, je dis pas qu'il faut justifier ça. Évidemment, c'est tragique, mais aujourd'hui, le seul moyen de trancher ces conflits-là, c'est par la démocratie et par les urnes. Il n'y en a pas d'autre. Mais les Kanaks, c'est inextricable. Les Kanaks, jamais ils n'accepteront ça. Donc c'est des solutions. Leur solution d'indépendance est aussi inextricable parce que demain ils seront des Chinois. Oui. Alors Régine Delfour est avec nous. Je la remercie grandement, Régine, parce que le témoignage que d'abord, je voudrais que vous me racontiez les difficultés que vous avez eues sans doute à produire ce témoignage. Sans doute y avait-il de la difficulté pour ces gens à témoigner à visage découvert. Et d'ailleurs, ils ont souhaité qu'on ne voit pas leur visage. Oui, absolument, Pascal. En fait, ils ne veulent pas qu'on voit leur visage. Ils restent anonymes. Mais vous savez aussi, sur les barrages des Caldoches, les personnes veulent rester aussi anonymes. C'est un peu tout le monde sur cette île. Alors en fait, nous sommes allés sur un barrage donc d'indépendantistes, puisqu'on voulait avoir les réactions après l'avenue d'Emmanuel Macron. On a pu facilement discuter avec Christopher, que vous avez entendu. Ensuite, on s'est rendu dans les locaux de la CCAT, parce qu'ils n'avaient pas très loin un bureau. C'est d'ailleurs Christopher qui nous l'a indiqué. Et là, nous avons rencontré quelqu'un et on voulait aller dans un quartier d'Umbéa, qui est un quartier nord, qui est inaccessible. Et parce que les routes sont fermées, elles sont prises en fait par les indépendantistes. Et nous avons pu aller dans ce quartier, Pascal. Et on va écouter donc le deuxième témoignage que vous avez récolté et on va l'entendre. Moi, je pense que la visite d'Emmanuel Macron, là, il est venu enflammer en fait ce qu'ils ont allumé là. Ça, c'est le feu qu'il est en train de mettre qu'il est en train de rallumer là. Ah non, on ne veut plus parler de dialogue, on ne veut plus parler d'accords. Tous nos vieux là, ils ont signé des accords, les accords, ils n'ont jamais abouti. Maintenant, aujourd'hui, on parlait du dégel électoral. C'est pas le dégel électoral que nous on a envie, c'est notre pleine souveraineté. C'est la liberté de Kanak. Il y a tous nos vieux qui sont tombés. Ça, ils ne voient pas eux. Nous, le cœur, notre âme, il y a de la tristesse qui est en nous.
depuis nos vieux qui sont tombés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande la pleine souveraineté de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de nous manipuler avec leurs lois constitutionnelles. Et nous, c'est la souveraineté qu'on veut. Ils veulent qu'ils signent une loi comme quoi on devient souverain, qu'on puisse s'épanouir, s'émanciper. Ils n'ont pas le droit d'envoyer l'armée sur les terrains, sur leurs propres terrains, leurs terrains français qu'ils ont colonisés. Maintenant, on va jouer au chat et la souris avec eux. Ils vont venir, ils vont déblayer. Nous, on va revenir, on va refaire le blocage. Alors, si c'était qu'une voie isolée... Mais non. Mais c'est la question, d'ailleurs, Régine, nous sommes d'accord que on ne peut pas exactement parler de minorité active. C'est au-delà, c'est-à-dire que c'est un pan de la population, sans doute, qui est sur le sol de Nouvelle-Calédonie, qui est sur la ligne, si je comprends bien, de ce jeune homme. Mais je vous pose la question. Oui, absolument, Pascal, parce que ce qu'il faut comprendre, il y a à Nouméa, il y a les quartiers sud et les quartiers nord. Les quartiers sud, ce sont plutôt les caldoches, c'est les quartiers riches, et puis les quartiers nord, ce sont les quartiers populaires. Donc, quand vous êtes dans les quartiers nord tenus donc par les Kanaks, où les Kanaks habitent, il y a quelques caldoches, mais très peu, on voit quand même ces inégalités au niveau que ce soit de l'habitat social. Franchement, on voit, c'est pas les mêmes maisons. Et on a pu donc rencontrer donc ces Kanaks qui, dans plusieurs barrages, qui nous disent en fait il y a eu les accords de Nouméa, nos ancêtres se sont battus pour les accords de Nouméa, c'était déjà réglé. Nous, ce qu'on veut, c'est que la France reconnaisse que nous sommes le peuple premier. Or, c'est pas reconnu. On n'a pas aucun problème de vivre ensemble, on vit ensemble depuis des années, et puis on ne comprend pas pourquoi c'est Paris, à 13 000 km, qui est en train de s'occuper de nos problèmes, alors qu'en fait, ce sont aux élus locaux de régler ça. Mais tous nous disent, on est prêt pour un dialogue, on est vraiment prêt pour un dialogue et on est sûr qu'on peut aboutir à un accord. Mais cet après-midi, nous étions toujours dans un des quartiers nord où, vous savez, Emmanuel Macron hier a dit qu'il fallait la levée de ces barrages. Donc les forces de l'ordre sont venues pour enlever des barrages, mais ils ont apparemment tiré tout de suite des grenades de désencerclement et puis des grenades de tir de lacrymogène. Donc les jeunes ont répliqué et il y a eu des affrontements comme ça pendant à peu près 2 heures. Et dans un autre quartier, Médipol, c'est cet endroit où il y a un poste de secours, on dit qu'il y a un jeune émeutier qui est mort. Merci beaucoup Régine Delfour sur place et merci pour la qualité évidemment de votre travail et la qualité des témoignages. Au-delà de ce qu'on vient d'entendre, on va essayer de faire un bilan de la visite d'Emmanuel Macron. Si quelqu'un a compris ce qu'il a voulu dire hier, c'est-à-dire que c'était quand même un grand moment d'enfumage, puisqu'effectivement, il ne peut rien faire. Il est urgent d'attendre, en fait, c'est la seule chose. Donc, à la fois, il critique Marine Le Pen en disant il n'y aura pas de 4e référendum. Les 3 référendums, on va les respecter, la volonté populaire, non à l'indépendance. Mais il propose un nouveau vote, non pas sur l'appartenance de la France à la Nouvelle-Calédonie, mais sur cet accord politique, sur le dégel. On voit pas comment cet accord politique va aboutir à quoi que ce soit, puisqu'on l'a bien vu, les indépendantistes restent fermement opposé au dégel, donc il est urgent d'attendre. Il repousse le Congrès sans le dire, mais puisqu'il devait avoir lieu en juin et que le rendez-vous est pris 1er juillet, c'est quand même un recul André Valigny face à la volonté des indépendantistes. Est-ce qu'il a eu raison, pas raison? Est-ce que ça sera efficace, pas efficace? Est-ce que le président décryptage avec André Valigny? Moi, je pense depuis le début que Emmanuel Macron a voulu précipiter les choses en dépit des alertes qui lui avaient été adressées. Il a mis le feu par sa précipitation à la Nouvelle-Calédonie. Il est allé là-bas le soir même où il est parti. J'ai dit ici que ça ne servirait à rien. Ça n'a servi à rien. Il rentre à Paris, c'est comme s'il n'y était pas allé. Il a laissé 3 hauts fonctionnaires là-bas, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Et je pense que pour renouer les fils du dialogue, ça va prendre des années. Des années. Il y a une problématique coloniale, qu'on le veuille ou non, de pauvreté de la population kanak qui n'accède pas aux responsabilités. Et c'est vrai partout, c'est vrai en Guyane, c'est vrai en Martinique. C'est vrai partout. Il y a une problématique coloniale. Et donc ça va prendre beaucoup de temps si on arrive à la fin à faire vivre ensemble les caldoches et les kanaks, ce qui n'est pas gagné. En Martinique, il y a aussi ce souci-là, c'est-à-dire que ceux qui arrivent parfois de métropole arrivent avec plus d'argent, vivent à l'écart des autres, achètent les plus belles maisons, etc. Tout ça est partout. Dans les mais qu'il y ait des inégalités, c'est évident. Oui, parce que parler de situation coloniale, pardon, la situation coloniale, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, vous avez de la discrimination positive en faveur des Kanaks dans les institutions, sur place, chez les élus locaux. Vous avez une autonomie quand même très poussée. La langue kanak est respectée. Vous ne pouvez pas parler de situation coloniale. Je suis désolé. Les mots ont un sens. Georges Fedek. Justement. Même s'il devait y aller. Georges Fedek, très rapidement. N'a servi à rien.
Il a laissé effectivement une mission composée de hauts fonctionnaires tout à fait respectables. Il y a l'ancien directeur de cabinet, Madame Belloubet, il y a un préfet. Oh bah si, mais il y a Madame Belloubet, on est... Ah bon, pardon. Il a pas envoyé Nicole Belloubet en Nouvelle-Calédonie, Pascal. Je sais que ça c'est votre souhait, mais... Là, on est... Là, tout va bien. Ni le poids politique, ni la légitimité. Non. Ce que je veux dire simplement d'un mot, c'est qu'on sent tous, là, intuitivement, qu'on est à un moment de bascule de tout ce qui représente nos Outre-mer. On est vraiment à un moment de bascule. Mais oui, parce que tout se passer. Parce que tous les jours, je l'ai dit, en Guyane, c'est 40% des gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Alors, faut aussi dire que les voisins de la Guyane, c'est pire. Et bien sûr. Ça, il faut aussi le dire. C'est pire. Prenez la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est pas 30% d'autochtones qui restent, c'est 1%, 2%. Enfin, dire, faut quand même prendre aussi voir ce que c'est la vraie colonisation. Éric Revel était très intéressant. Kenji qui parle, il a tout résumé. Le président a mis le feu sur ce dossier qu'il a essayé de traiter en force, pardonnez-moi, et il repart, le feu n'est pas du tout éteint. Et puis, il ne peut jamais s'empêcher, Emmanuel Macron, d'avoir des mots qui sont blessants. Quand il dit « ce n'est pas le Far West », ici, en parlant de la situation en Nouvelle-Calédonie, alors que lui-même se prend pour le shérif, il y a un problème. Non, mais là, c'est parce qu'il y a des émeutes. Attendez. On peut pas traiter la situation. On ne peut pas traiter la situation de Far West. Vous aurez trouvé ça super. On ne peut pas traiter cette situation de Far West. Qu'est-ce qui va rester de ce voyage d'Emmanuel Macron? 1 milliard de dégâts. Et qui est totalement à l'encontre de la culture kanak, qui est une culture où on prend son temps, où on réfléchit, où on essaye de débattre. Lui, il est venu quelques heures. Il a parlé de racisme également. Il va rien rester, Pascal, de cette visite, sauf peut-être la trace de son avion, la trace carbone de son avion. Bon, je demande à Benjamin, hier on a écouté Emmanuel Macron sur le mot racisme, mais on savait pas de quel racisme il parlait. Je ne sais pas si on l'a encore, cette séquence, et si on peut l'avoir dans 2 secondes, et écouter cela. Bon, c'est vrai que, mais on est au cœur de la Macronie, c'est-à-dire que la Macronie pense que la parole est performative, qu'il suffit de parler pour tout arrêter. Sauf que c'était pas clair du tout hier, sa prise de parole. Tout le monde l'a dit, pour décrypter sa prise de parole. Pardonnez-moi, elle n'est jamais... avec la volonté de gagner du temps. Mais elle n'est jamais claire. Si vous savez ce que pense Emmanuel Macron sur n'importe quel sujet, il faut me le dire. Il n'y a pas de cap. Voilà, comme il aura dit tout et son contraire depuis 2017, si vous me dites sur l'Europe, la seule chose sur laquelle il y a, c'est sur l'Europe. Mais l'Europe, c'est bien pour lui parce que c'est flou l'Europe. Ça correspond tout à fait à l'esprit macronien. C'est un truc assez loin, idéal, on peut dire à peu près n'importe quoi, il n'y a pas de il n'y a pas de suite sur le terrain, donc on peut monter des usines à gaz, c'est très bien. L'Europe, ça correspond à son état d'esprit. Mais autrement, le concret et l'action, manifestement, c'est différent. Et je maintiens que ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie était prévisible. Et que gouverner, c'est prévoir. Et que tu dois avoir des relais là-bas et que tu dois anticiper. Il y avait des relais là-bas. Il y avait des relais pour leur dire... Et paraît-il que Marine Le Pen a dit exactement... Je crois que c'est Marine Le Pen qui aurait dit exactement... Qui a appelé Gérald Darmanin en disant qu'elle avait vu des indépendantistes et qui disait que les jeunes étaient très en colère. Écoutez ce que le président de la République a dit sur le racisme, parce que là aussi, de quel racisme parle-t-il? Écoutons. Force est de constater qu'il n'y a pas aujourd'hui une vision d'avenir commune. Force est de constater que le rééquilibrage n'a pas permis de réduire les inégalités économiques et sociales, elles se sont même accrues. Et que les discussions que j'ai pu avoir avec les responsables politiques, économiques, comme la société civile, disent clairement que les inégalités sociales ont continué de s'accroître et que pour partie, sans en rien le justifier, elles nourrissent aussi une part du racisme qui a réémergé depuis 11 jours et en quelque sorte d'une manière inédite dans son caractère désinhibé et assumé. De la même manière, ayons l'honnêteté de reconnaître que les référendums qui étaient prévus par ces accords n'ont pas pacifié les choses. En remettant une logique de bloc à bloc, de oui ou non, ils ont conduit les camps à se recompter et s'opposer. Et donc c'est aussi fort de ces enseignements que nous devons penser la méthode pour l'avenir. C'est un président qui commente. Non, c'est un président qui commente. Mais de quel racisme parle-t-il? Qui tire le constat d'échec. De quel racisme parle-t-il? Je crois que... Le racisme anti-blanc? Non, c'est pas. Honnêtement, c'est pas. Non, mais c'est ça qui est... Pardon, mais c'est ça qui est dramatique. Parce que là, quand vous parlez de racisme en Nouvelle-Calédonie, les Caldoches ou les Kanaks peuvent le prendre pour eux-mêmes. Et donc, en fait, au lieu d'apaiser la situation, il était venu pour ça, au moins
il l'envenime. Vous savez, Édouard Philippe a eu des mots très justes avant le voyage. Ah oui. Édouard Philippe qui Pourquoi avait... plus à Emmanuel Macron. Forcément. Édouard Philippe avait suivi le dossier lorsqu'il était à Matignon. Avant la visite du président de la République en Nouvelle-Calédonie, l'ancien Premier ministre a dit « J'espère que les annonces seront à la hauteur ». Force est de constater qu'il n'y a pas d'annonce et donc il n'y a pas de hauteur. Il est urgent d'attendre. Qu'est-ce qu'il fallait proposer ? La seule chose qu'il a dit, c'est qu'on ne passera pas. Qu'est-ce qu'il fallait proposer ? Il a mis 1 milliard sur la table, il a proposé un vote sur un accord. Qu'est-ce qu'il fallait proposer de plus ? Déjà, peut-être qu'il aurait pu faire un mea culpa, Emmanuel Macron, ce qui n'est pas du tout dans son logiciel. Mais enfin, sur le Congrès, sur le respect des référendums, il aurait pu dire quelque chose. Alors, il est venu pour ne rien faire et ne rien dire. Le respect des référendums, c'est respecter le non à l'indépendance. On peut considérer que d'aller sur place après la destruction totale d'un territoire de France et dans la mission du chef de l'État. Oui, bien sûr. Oui. Pardonnez-moi. Il n'a pas envenimé la situation. Et on peut considérer qu'effectivement, c'est un message vers les loyalistes. On va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Vous avez entendu ce jeune indépendantiste. Oui, mais là, tout est suspendu. On est sur pause. Autre sujet du jour. Les militaires sur place qui sont perçus comme une force d'occupation. Autre sujet du jour qui est là. 25 000 Français qui peuvent voter en France. Autre sujet du jour qui n'a absolument rien à voir et les transitions sont toujours difficiles puisqu'on parle de quelque chose qui concerne l'État français et nos vies et notre histoire à un fait divers. Mais un fait divers abominable. Un homme est mort foudroyé dans le Pas-de-Calais. La foudre qui a frappé un terrain de football en plein entraînement a fait un mort et un blessé grave hier soir à Courrières près de Lens. Il y aurait une dizaine de morts de ce type en France chaque année. Quand j'ai appris cela, effectivement, c'est l'injustice. L'homme qui est au mauvais endroit, au mauvais moment. Je voulais qu'on voit le sujet. On sera avec Maxime Carlier d'Europe 1. Je ne sais pas s'il est déjà en place, d'ailleurs, Maxime, puisqu'il a recueilli un témoignage, notamment de quelqu'un qui était présent. Mais voyons d'abord le sujet, si vous le voulez bien. Scène tragique hier soir au stade municipal Gabriel Péry à Courrières, près de Lens. La foudre a frappé le terrain de football en plein entraînement, alors qu'une trentaine de joueurs étaient réunis. Un homme âgé de 30 ans, grand passionné de ce sport, est décédé. Son frère est arrivé quelques minutes après avoir été alerté par un membre du club. Ça fait plus de 6 ans qu'il était dans le club, largement plus. Et c'était un grand passionné de football. Et ici, il a joué beaucoup. C'était son club, il était éducateur et il entraînait les enfants, il faisait tout. C'était une grande personne dans le club. 2 autres joueurs ont été blessés et transportés à l'hôpital. L'un d'entre eux était en urgence absolue hier, l'autre souffrait de brûlures à la jambe. La pluie intense qui tombait à ce moment-là a fait que les personnes qui étaient sur le terrain ont décidé de quitter ce terrain. Et la foudre s'est abattue à ce moment-là et a malheureusement impacté les quelques personnes qui s'y trouvaient encore de manière plus ou moins forte. Une cellule médico-psychologique a été mise en place. Maxime Carlier a recueilli un témoignage extrêmement intéressant. Je le salue d'ailleurs, Maxime Carlier, il est avec nous ? Maximilien Carlier ? Il est là, Maximilien ? Est-ce qu'il est là ? Il n'est pas là. Donc écoutons son témoignage qu'il a produit pour Europe 1 et écoutons-le. On a vu un gros nuage qui arrivait, les grosses gouttes, on n'a jamais eu ça. Et on entend un premier éclair par là. Ensuite, il y a un second qui tape sur le terrain de tennis juste à côté. Le coach, il dit on va pas prendre de risques, on fait une dernière action et puis on arrête l'entraînement. Et puis quelques secondes après, la foudre, elle tape Jordan. Le bruit, on a entendu que c'était un gros choc. Ça fait et donc nous, par précipitation et inquiétude, on court au vestiaire. J'ai vu les pompiers arriver qui ont réclamé l'ambulateur. Je me suis dit, ça sera pas bon. On a commencé l'entraînement, c'était plein soleil. On s'est dit, on va passer une bonne séance et puis voilà ce qui arriva. On se sent vide. On est triste pour Jordan et la famille, on a de la peine, mais on est vidé, on sait pas quoi penser. Et quelques mots de Maximilien Carlier, journaliste d'Europe 1. Bonjour Maximilien, vous avez été sur place et évidemment vous avez recueilli ces témoignages et cette atmosphère funèbre de très grande tristesse, bien évidemment. Maximilien Carlier, il n'est pas là. Donc on va écouter le frère de la victime et cette fois-ci ce sont... nous l'avons entendu, me dit Benjamin O, le frère de la victime. On peut peut-être le réécouter parce que il y a quelque chose de poignant évidemment à écouter ce frère qui a perdu son frère et qui rend hommage surtout à cet homme.
Mon frère, surtout également, ça fait plusieurs années qu'il était dans ce club. Il était très apprécié par tout le monde en fait. Et c'était quelqu'un qui était vraiment à fond, même pour les gamins. Pour les petits gamins, il était toujours là-dedans à aider les gamins pour que les petits ils arrivent à progresser et qu'ils puissent s'épanouir dans le football, quoi. Est-ce que cette fois-ci Maximilien Carlier est avec nous? Maximilien? Oui, bonjour. Bonjour Pascal. Maximilien, vous étiez sur place hier. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous étiez sur place hier. Oui, effectivement. Ouais, ce matin, c'est tout un club qui est endeuillé. 300 licenciés à Courrières, des joueurs qui sont profondément marqués, touchés par ce drame. Hier soir, à la sortie des vestiaires, j'ai vu des jeunes footballeurs complètement groggy, KO, debout, le regard vide, incapables de prononcer le moindre mot, les yeux rougis, car oui, ils ont vu la foudre tomber. Vous avez entendu Iliane, son témoignage, qui était présent sur place. Il a vu 3 de ses coéquipiers s'écrouler littéralement sur le terrain. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Maximilien. Je vous remercie beaucoup. Et effectivement, on peut avoir une pensée pour cette famille qui a vécu cette injustice. À 9h24, nous allons saluer Thomas Hill, qui est avec nous. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Traditionnellement, notre passage d'antenne, puisque vous allez pouvoir revoir Thomas jusqu'à 11h. C'est le journal des médias que vous faites, et je ne doute pas que vous parlerez de la grève à France Télévisions, et notamment à France Inter, également, où il y a une playlist à la place des humoristes habituellement. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont nous rejoindre ce matin. C'est un bonheur de les accueillir, évidemment. Et je trouve que la playlist de France Inter a un certain charme. Absolument. Merci, cher Thomas Hill. Merci Pascal. À tout à l'heure. Marquons une pause.